Donc, c'est ça. Et c'est ça qui m'a fait dire aussi, parce que ces jours on dit, il faut comprendre. Et alors, je retourne un peu en arrière de nouveau, parce que c'est quand même l'occasion pour moi aussi de dire un peu mon idée ou ce que j'ai vécu. En 59, je revenais, après mon deuxième congé, je revenais au Rwanda. Et le voyage retour, le gouvernement belge m'a envoyé à Accra, où il y avait une conférence internationale pour l'Afrique. C'était le développement communautaire, Community Development in Africa. Et moi, j'étais seul, enfin, j'étais le délégué belge. Il y avait des Français et d'autres, des Britanniques. Enfin, c'était sous Nkrumah. Et là, j'ai constaté que tous disaient, nous allons, surtout les Américains, disaient, il faut donner l'indépendance, il faut donner l'indépendance au pays, au Congo aussi. Et les Français m'ont dit, mon collègue français là, m'a dit, écoutez, De Gaulle donne l'indépendance. Vous devez bien suivre, vous devez donner l'indépendance, surtout au Congo, qui est riche, où il y a des choses à faire et on veut exploiter. Et donc, c'est ce on m'a dit ça à ce moment-là. J'ai fait un rapport ensuite pour dire voilà ce que j'ai entendu dire, mais seulement, bon, on trouvait en Belgique que c'était quand même trop tôt. Je parle donc d'avril 59, mais il y avait eu les événements déjà de Léopoldville à ce moment-là. Et ce sénateur que j'ai vu maintenant, il m'a dit, moi j'étais là, j'étais jeune lubumiste, et nous avons demandé l'indépendance immédiate, et à notre grande surprise, on nous l'a accordé. Ici, alors je vais dire, qu'est-ce qui se passe donc en 60. Le Premier ministre Gaston Eyskens dit, voilà, on nous fait pression sur nous pour donner l'indépendance au Congo, notre colonie. Nous ne les avons pas préparés. On aurait dû le faire plus tôt, peut-être. On avait commencé l'université en 54 seulement, l'Ovanium, donc en 60. Ils ne sont pas prêts, c'est vrai, mais bon, si je fais pas le plan Van Bilzen, professeur Van Bilzen a fait un plan, donc 2 ans plus tôt, en disant il faut l'indépendance du Congo d'ici 30 ans. Et tout le monde était contre. Les coloniaux en disant, bon, est-ce qu'il faut parler d'indépendance maintenant? Mais même des raisonnables et des Africains disent 30 ans, c'est beaucoup trop tôt. Non, non, il faut aller plus vite. Même des gens raisonnables. Et alors, Eyskens, il a dit, oui, mais ils ne sont pas prêts. Si je refuse l'indépendance maintenant et pour les préparer d'ici 4-5 ans, est-ce que... Non, il y aura des morts. Parce qu'il y aura... Combien? Bon, c'est pas 5000. 5000, on a dit. Et Eyskens a répondu, devant l'histoire, je ne peux pas avoir 5000 morts sur la conscience, donnons-leur l'indépendance. Ceci est important parce que nous-mêmes, sur place, nous savions que c'était trop vite. Ils n'étaient pas préparés. On aurait dû les préparer plus tôt, peut-être, mais en tout cas, à ce moment-là, on disait non, surtout au Congo, ils n'étaient pas préparés, ils n'avaient pas participé au pouvoir vraiment, etc. Donc, c'était trop tôt, mais non, la Belgique a dit, donnons-leur l'indépendance, et surtout les diplomates. Et les diplomates, ils venaient presque, je veux dire, en conflit avec les gens sur place qui disaient oui, mais si on leur donne l'indépendance, mais ils ne sont pas préparés, ils ne pourront pas le faire. Et alors, il y avait des gens qui disaient oui, mais enfin, ils seront indépendants, mais ça ne change pas. D'ailleurs, le général Janssens l'a dit quelque part. Hein, donc, il a dit après l'indépendance est égal avant l'indépendance. Ce qui est évidemment la plus grosse erreur qu'on pouvait faire, donc dire ça aux gens. Mais voyez, donc c'était un peu cet état d'esprit qui régnait et que nous avons connu au Rwanda. Et moi, je pensais qu'au Rwanda, mais par rapport au Congo, que nous étions beaucoup plus avancés. Je dis, eux, à ce moment-là, je dis, les Rwandais, ils sont capables d'être indépendants.
Et nous avons une bonne administration, nous avions des sous-chefs formés, je dis des registres, etc., perception des impôts, ils connaissaient tout ça, nous avions des agronomes bien formés, etc. On aurait pu le faire. Et des gens compétents, comme le Mohamed Motara, bon, qui c'était un peu... On aurait pu le faire. Mais enfin, c'était dans notre esprit aussi encore trop tôt, il fallait les préparer. Donc on ne l'a pas donné. Ceci est important, je ne l'ai pas encore expliqué tellement. Pourquoi? Parce que même moi, tout de suite après, j'ai senti, quand en Ouganda, alors c'était évidemment 61, c'était donc un peu plus tard, le Congo était indépendant, on a vu ce que ça donnait, En Ouganda, nous avons eu 5000 réfugiés qui sont venus du Congo fuir l'indépendance, ayant abandonné leurs biens, etc. On a dû les accueillir avec les Anglais bien. Les Anglais aidaient parfaitement parce qu'ils se sentaient en compréhension avec nous. Les Anglais avaient le problème avec le Kabaka, ils allaient vers l'indépendance. Ils avaient Kiwanuka qui menait une politique, bon, et le Kabaka Yeka aussi, on disait les Anglais dehors, etc. Mais les Anglais avaient mieux préparé parce qu'ils avaient des universitaires, ils avaient, comme je dis, Kabaka avait son premier ministre, le Mukama du Tour avait aussi son premier ministre, etc. Donc, eux, ils étaient mieux préparés. Mais, qu'est-ce qu'ils faisaient là? Moi je dépendais de 2 personnes, de M. Arwa, vice-gouverneur général du Rwanda-Burundi, pour les contacts et pratiques et avec les Banyarwanda, et je dépendais sur le plan diplomatique du consul général à Nairobi. Et le consul général de Nairobi, M. Panis, à ce moment-là, m'a appelé et dit « M. Jaspers, maintenant, vous allez terminer. Le Congo est indépendant, le Rwanda-Burundi, on va vers l'indépendance, ce sera l'année prochaine. Le Rwanda-Burundi, contrairement au Congo, ne rapporte rien, ça coûte de l'argent à la Belgique, et il y a des problèmes. Ils veulent l'indépendance, on leur donne l'indépendance. Et vous, ne vous occupez plus de rien, restez dans votre bureau tranquillement, et je ne veux pas que vous alliez encore. Et nous disions, oui, mais enfin, je suis là pour aider les gens, aussi pour mieux les préparer, parce que l'indépendance vient. Non, vous ne pouvez pas le faire. Ceci m'amène à une chose. Bon, moi, je l'ai senti comme ça et j'ai essayé de continuer. Mais rapidement, on a alors trouvé une solution. Donc, j'ai été enlevé là pour être résident adjoint au Burundi. Il y avait le problème donc, de la mort de Rwagasore. Et alors, j'arrive donc un peu... Parce que mais avant d'arriver peut-être sur la partie du Burundi, je vois dans votre livre qui concerne votre séjour en Ouganda de mars 60 à novembre 61. Vous parlez d'Omamo comme votre adjoint, mais vous parlez aussi de l'action d'Otto Sindizandikouye. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Ah oui, je l'avais noté ici parce que je ne dois pas oublier. Mais Otto est venu alors, donc pas mot, donc il a été très actif avec les Hutus, je dirais l'association Hutu. Il avait des informations que je n'avais même pas du Rwanda. Et alors Otto est venu. Et l'idée était, on pensait à Otto parce que Otto avait été agent douanier, je pense, à la frontière. Et Otto connaissait aussi l'anglais. C'était un élément pour lequel donc, il a été nommé là aussi, mais il avait été dans la politique, il était de Ruhengeri, hein, je pense, Otto. Et il connaissait bien le pays, et ça a été très bien. Mais à ce moment-là, il avait déjà un autre statut, je savais que j'allais partir et Otto, on disait, bon, quand l'indépendance sera là, c'est lui peut-être qui sera donc diplomate et peut-être ambassadeur, mais il a été préparé pour ça. Mais il a été rappelé, alors je ne sais plus dans quelles circonstances, mais il a été rappelé. Mais pendant quelques mois, quand même, j'ai travaillé avec lui et je l'ai retrouvé beaucoup plus tard
même quand il était ministre, où on m'avait proposé de revenir au Rwanda. Je ne sais pas plus que Otto, mais effectivement, et lui travaillait à un haut niveau aussi avec je dirais, les Ougandais, les Africains de l'Ouganda, avec les indépendantistes africains. Il avait une réelle influence, Otto. Mais bon, je ne peux pas faire plus. Il a été rappelé, je ne sais comment. Et je me souviens, alors j'ai été, parce que je faisais comme de temps en temps, je rentrais au Rwanda pour faire une tournée ou pour informer le résident logiste sur les événements. Et j'allais avec mon chauffeur Jovid, qui était un Tutsi, et qui, lui, malheureusement, n'était pas bien traité au Rwanda même, parce qu'il était Tutsi, bon, mais il m'était fidèle, mais il a quitté à un moment donné. Mais ça, c'est alors plus tard, quand j'ai été nommé au Burundi, après la mort de Rwagasore. Bon, j'ai encore une question voilà. Avant. Mais vous parlez de l'association Hutu. Oui. Mais c'est-à-dire qu'à côté des Abada Himuka, il y a eu aussi une association Hutu. Oui, oui. Oui. Et moi, je leur ai payé avec les fonds donc, qui étaient donnés. Le Rwanda était d'accord, mais ça venait plutôt de M. Arwa, de Usumbura. Nous avons loué un hangar où on a créé le centre des Bahutus. Ils ont eu une association, ils avaient un centre où on organisait les Hutus, des leçons et tout ça. Moi, j'ai donné des leçons. Ils faisaient des danses et des petites fêtes auxquelles je suis allé. Ils avaient créé ça. Et c'était, bon, le président... Est-ce que c'était pour contrer l'influence des Abada Himuka et d'Orina? Oui. Dans mon esprit, moi je n'étais ennemi de personne, mais eux-mêmes, ils disaient oui, nous voulons savoir ce qui se passe au Rwanda. Ils étaient informés, etc. Ils ont dit, ils se sont retirés des Abada Himuka pour dire nous allons faire notre propre association. Évidemment, ils ont été tout de suite accusés d'être les valets des Belges, etc. Bon, ce qui n'était pas vrai, mais effectivement, moi j'étais c'était des Hutus, et eux-mêmes, et les autres dire oui, ce sont les serviteurs, les boys des Belges qui font ça, ce n'était pas du tout vrai. Ces gens avaient une idée en disant bon, nous sommes en sympathie avec notre Rwanda, avec le Rwanda des Kayibanda, etc., parce que nous voulons aussi l'indépendance, mais avec les Belges, ou en bonne entente avec les Belges, donc nous faisons ça. Est-ce qu'on peut dire que c'est la question Tutsi qui était transposée en Ouganda? Oui. Avec ces deux associations? Oui. Ça on peut le dire, bien sûr. C'était ça. Mais il faut bien se dire, les Hutus, là aussi, ils n'étaient pas conscients. Ils n'ont pas vécu la révolution Hutu au Rwanda. Ils n'étaient pas conscients. Pour eux, comme d'ailleurs la masse au Rwanda encore, qu'est-ce qui comptait pour eux? C'était le Mwami. C'était le Mwami. Il n'y avait pas je dirais, de haine ou même d'antagonisme contre les Tutsis. La masse acceptait la chose jusqu'au moment où Kayibanda et les autres, et les gens élevés, Makuza aussi, quand ils avaient fait des études, j'ai dit à partir du manifeste des Bahutu, ils ont pris conscience et dit ça ne peut quand même pas durer. Nous n'avons aucune place. Et donc nous aussi, nous voulons. Ils ne voulaient pas chasser les Tutsis, ils voulaient simplement avoir leur part dans le pays, et une large part. Et donc ça s'est fait parce qu'il y a la répression contre Bunyamutwa, donc les menaces, etc., que le peuple Hutu, son peuple, donc pas la masse, ont réagi. Et qu'est-ce qui s'est passé? Donc ils ont dit non, les Tutsis ont dit ça, mais ça s'est répandu très rapidement dans les autres territoires, surtout Rwangeri, où il y avait donc beaucoup une suprématie Hutu, sans qu'ils avaient parti au pouvoir. Et le malheur, c'est que alors à Nyanza, Mwami Kigeri, sous la pression de Lunar, il a dit nous allons liquider ça, on va les tuer dans l'œuf.
cette révolution Hutu. Et ils ont demandé, même que l'administration belge prenne des sanctions contre Kayibanda, etc. Ce qu'on n'a pas voulu faire, dit non. Mais eux, ils ont dit, ben, nous allons tuer ça dans l'œuf. Et encore quand moi j'étais dans le Disa à ce moment-là, j'ai vu que les attaques venaient du Roukouma. Attaques Tutsi. Mais des Tutsis, des sous-chefs Tutsis avec leurs ministres qu'ils avaient rappelés, dont des Hutus, dont des Bahutus. Ils ont dit non, on va tuer les ennemis du Mwami. C'était ça, et les Hutus suivaient. Mais bon, à ce moment-là, leur réaction était beaucoup trop violente, je dirais, des Tutsis, des Lunars, plutôt, parce que je ne peux pas dire de Lunars. Le malheur, toujours, c'est que auraient dû gagner, à notre espoir, les modérés. Des modérés, il y avait donc le Rader. Rader, pour nous, il y avait notre sympathie parce que c'était des Tutsis, mais disant, bon, on doit évoluer et il y a de la place pour les Hutus. Makuza a été Rader. Et en fait, parce que j'en venais, on a eu la même chose au Burundi, où j'ai été nommé par la suite. Seulement, comme au Rwanda, les modérés ont perdu. Ouais. Voilà. On va passer sur le Burundi, mais avant, je voudrais vous demander la naissance du mouvement Inyenzi. Elle est partie d'Ouganda. Vous connaissez quelque chose, vous en savez quelque chose? Je ne sais pas comment ça naissait. Je sais qu'il y avait toute une organisation dans les camps des réfugiés notamment, et que les propagandistes qui travaillaient là, de l'UNAR qui étaient là, Rwangomga, Eugène Mouikira et tant d'autres, ils étaient là, et c'était leur troupe. C'était leur troupe, c'est dans les camps des réfugiés, de dire voilà, on ne va pas se laisser faire, nous allons reconquérir le Rwanda, vous nous aidez, etc. Moi, j'ai été dans les camps pour les... Mais je ne pouvais rien faire. Au contraire, il m'est arrivé un jour que je suis arrivé dans un camp. C'est peut-être ça aussi, une chose positive. Alors, j'arrive dans un camp, il y avait surtout des femmes, les hommes étaient en train justement peut-être de préparer la guerre, etc. Et il y a un gosse qui naît. Et c'est une coutume que je connaissais du Rwanda. Et on m'a dit, ah tiens, je félicite. Et alors on m'a demandé, puisque j'étais là, et je venais de prévoir, de donner un nom, puisque moi j'étais là, au garçon. Et j'ai dit, je le nomme Navakoulé. Oh, j'étais content, c'était Navakoulé. Navakoulé ou Bavakoulé? Bavakoulé. Bavakoulé, ah bon, moi je pense là. Pourquoi? Parce que mon propre fils a été nommé, il est né en Ouganda. Et par des Banyarwanda, Tutsi, évidemment, j'ai eu la lettre, parce qu'il a dit il faut nous prévenir quand il est né. J'ai dit voilà, c'est un garçon. Eh bien, j'ai toujours la lettre où on me dit nous le nommons, nous avons fait un conseil, on s'est félicité, votre fils, votre premier fils, eh bien, nous le nommons. Moi, je pense qu'il est marqué Navakoulé, mais enfin, peut-être que c'est Bavakoulé. Hein, Bavakoulé, c'est qui vient de loin. Oui, c'est ça. C'est Bavakoulé. Il était conçu au Rwanda, il est né en Ouganda, Mumahanga, donc à l'étranger. C'est Bavakoulé. Bon, Bavakoulé. Lui, c'est que son nom était Navakoulé. Bon, j'ai dit ça c'est le bon côté. Le mauvais côté que j'ai vécu aussi, c'est qu'au Rwanda, un sous-chef, Undiza, je l'avais sauvé parce qu'il était en train d'être attaqué. Moi, je passais. C'est M. Gachagaza. Non, Gachagaza, c'est le chef de province. Ici, c'est un sous-chef. Oui, Gachagaza, je l'ai protégé aussi, hein, ça c'est aussi. Mais ce sous-chef, le nom m'échappe maintenant, c'était pas loin de Rutobge. Et j'arrive, et les Hutus sont près de sa maison, et lui était à l'intérieur. Et je m'arrête, qu'est-ce qu'il dit? Oui, on l'attaque. J'ai dit non. Ici, je suis là, l'État, non. Voilà. Alors, je frappe et il n'osait pas ouvrir. J'ai dit, je suis Jaspers, donc l'administrateur, qu'est-ce qui se passe? Ah, ils vont me tuer, etc. Et alors, je dis, écoutez, ce que vous faites, vous ouvrez la porte, je mets dans la voiture, mon chauffeur j'avais un chauffeur, et vous courez
tant que je suis là, ils vont quand même par l'autre porte, vous sautez dans la voiture ou on file. C'est ce qu'on a fait. Bon, alors, bon. Et on a fait donc, et bon, là, il est parti. Beaucoup plus tard, en Ouganda, alors, j'arrive dans un camp, comme toujours, j'arrête, et il sort, c'était celui-là. Alors, moi, je lui offre une cigarette, comme j'avais des cigarettes, enfin, comme à d'autres gens. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Je voulais l'interroger, non? Il commence à crier, voici un de ces méchants Belges, on va lui faire la peau. Il appelait les gens pour me tuer. Alors, moi, j'ai dû, cette fois, moi, dans ma voiture, et j'ai dû prendre la fuite et m'aider à fuir. Voilà, quelqu'un dont j'avais gagné, sauvé la vie, moi-même, et plus tard, c'est lui qui veut me tuer. Voilà. Pourquoi? Tout ça, ça s'explique parce que ces gens, ben, ils étaient poussés par l'hypgamie, ils devaient faire ça, etc. Et bon, voilà, c'était la vie ou la mort. Mais je n'ai pas oublié, c'est une histoire véridique.